Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la section qui n'a toujours pas de nom, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc l'histoire d'aujourd'hui c'est l'affaire de Lacey ou bien Scott Peterson. Donc je vous en avais parlé dans la vidéo précédente et aujourd'hui donc je vais vous raconter l'affaire. Comme d'habitude, tout ce que je vais utiliser, les produits, elles vont se trouver dans la barre d'informations. Pour l'histoire d'aujourd'hui, on va aller en Californie à Modesto le 24 décembre 2002. Lacey Peterson qui est portée disparue. Elle a été vue pour la dernière fois par son mari Scott Peterson et ce dernier les jours-là donc il est parti pêcher à la Berkeley Marina. Donc c'est ce qu'il raconte du moins à la police. L'histoire commence comme ça. Donc Lacey elle est portée disparue le 24 décembre 2002. Pour commencer à savoir un peu qui était Scott, qui était Lacey, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Lacey, son nom de jeune fille Rocha, c'était la fille de Sharon et Denny Rocha. Ils avaient donc une ferme laitière, mais ils ont divorcé quand Lacey elle était encore très jeune. Donc elle avait à peine 2 ans quand ils ont divorcé. C'est à ce moment-là qu'ils déménagent à Modesto. Donc Lacey, sa maman, et elle avait également un frère. Et c'est là que la maman de Lacey, donc Sharon, elle épouse Ron Gransky, qui va en fait élever Lacey quoi. Elle avait à peine 2 ans quand ils se sont mariés. D'un autre côté, Scott, donc lui, il est né à San Diego, aussi en Californie. Et lui, son père, c'était un chauffeur routier. Donc il s'appelle Lee Arthur Peterson. Et il est plus tard devenu homme d'affaires. En fait, il a ouvert une entreprise d'emballage. Et il y avait donc sa maman, Jackie, qui elle avait une petite boutique. Je pense que c'était une boutique de vêtements. Je suis plus sûre. En tout cas, elle avait une petite boutique. Et donc le père, il avait une entreprise d'emballage. Et en fait, c'était aussi une famille recomposée. À eux deux, ils avaient 6 enfants dès leur précédent mariage. Scott, c'était le seul enfant des deux. Donc c'était le seul enfant qu'ils avaient en commun. Petite histoire, enfin une info supplémentaire que je peux vous donner par rapport à la famille de Scott, surtout sa mère. En fait, le grand-père paternel de Scott, il a été tué juste avant Noël. Et là, c'est la grand-mère donc maternelle de Scott qui a un breakdown, une crise. Et en fait, il y a tous les enfants qui sont placés dans un orphelinat, dont la mère de Scott, et elle reste dans cet orphelinat jusqu'au moment où elle atteint le lycée. Et en fait là elle revient donc chez sa mère et elle s'en occupe. Mais en tout cas donc il y a déjà une histoire de famille un peu malheureuse certes. Et la maman de Scott, elle va tomber enceinte pour la première fois à 19 ans et cet enfant qu'elle a eu, elle va les donner en adoption. Donc en tout cas ils proviennent tous les deux des familles recomposées, donc ils auront déjà ça en commun, mais c'est aussi ce qu'on peut appeler des familles d'une classe moyenne. Scott, dès son plus jeune âge, il joue au golf. Il était très bon. Ceci lui a permis d'avoir une bourse d'études. Je suis désolée, c'est ma chienne qui joue. En fait, elle dort toute la journée, mais juste au moment où je commence à filmer, là, elle s'est dit, je vais jouer. Scott, il a eu une bourse d'études grâce au fait qu'il était très doué au golf. Et donc, il a eu cette bourse d'études à l'Arizona State University, sauf que il a été renvoyé de l'équipe de golf parce que lorsqu'il arrive à l'université, il commence à sortir, donc les fêtes, les filles, l'alcool, enfin bref, la vie des jeunes universitaires. Et dans ces sorties, Scott, il était toujours avec un coéquipier, Chris Couch, et c'est son père, donc le père de Chris, qui va parler à l'entraîneur parce qu'en fait, lui, il s'inquiète de l'avenir de son fils. Il s'est dit que Scott, c'est une mauvaise influence et que si cela continue comme ça, son fils il va mal finir en gros, et que Scott c'est une mauvaise influence et il demande à l'entraîneur pour que Scott il soit viré de l'équipe et donc il perd sa bourse aussi à l'université. C'est là que Scott ensuite il passe au Cuesta College pour ensuite finir California Polytechnic State University. C'est là où il va obtenir un titre de business agricole. Et en fait, à cette époque, les professeurs de Scott disent que c'est vraiment l'élève modèle, l'élève parfait. Pour sa part, Lacey, elle était donc cheerleader. C'était vraiment la fille qui était toujours très active. Et elle est allée aussi donc à California Polytechnic State University. Et là, elle a eu un diplôme en horticulture. Lorsque Scott il était à l'université, il travaillait dans un restaurant qui s'appelait le Pacific
café. Et Lacey, elle se rendait régulièrement dans ce restaurant parce qu'elle avait un ami qui travaillait là aussi. L'ami de Lacey, c'était un collègue de Scott. Et dès que Lacey l'a vu, elle a voulu rencontrer Scott. Et c'est elle qui prend l'initiative et qui lui envoie son numéro dans un petit papier pour qu'il puisse prendre contact. Et en fait, dès que Lacey, elle a rencontré Scott, elle a tout de suite appelé sa mère. Elle lui a dit, ça y est, c'est bon, j'ai rencontré mon futur mari. En gros, elle savait, elle était vraiment sûre et elle savait ce qu'elle voulait. Et elle s'était dit que c'était l'homme de sa vie. Ils se rencontrent en 1994 et ils commencent à se fréquenter et ça devient de plus en plus sérieux. Scott, il se concentre vraiment sur ses études, il met un peu de côté le golf. Donc ils sortent ensemble pendant 2 ans avant de déménager ensemble. Ils vont se marier en 1997. Lacey, en attendant que Scott il obtienne son diplôme, elle travaille et Scott finit par avoir son diplôme donc de l'université, sa licence en 1998. Mais en attendant que Scott il ait la licence, donc c'était Lacey qui travaillait. Par la suite, ils ont ouvert un sport bar qui s'appelait The Shack à San Luis Obispo en Californie. Et moi j'ai trouvé que ce sont les parents de Scott qui lui aurait prêté de l'argent pour qu'il puisse donc ouvrir ce bar. Mais en même temps, j'ai lu que les parents, ils ont démenti eux-mêmes parce qu'ils s'étaient dit déjà à l'époque que c'était pas un bon investissement et ils ne lui ont pas prêté de l'argent. En même temps, ils avaient un peu raison parce qu'au départ, ça marchait pas vraiment bien. Ils ont galéré avant que ça marche vraiment. C'était Scott qui a dû faire les travaux et tout ça. Ils se sont vraiment donné de la peine pour réussir. En 2000, ils décident de vendre The Shack. À ce moment-là, ça marchait quand même assez bien. Mais ils décident de vendre et ils partent à Modesto. Et là, ils achètent une belle maison pour environ 177 000 $. En octobre 2000, c'est une maison dans un quartier sympathique. Leur but, c'était de fonder une famille, quoi. Petite vie tranquille. Donc, quand ils déménagent à Modesto, Lacey, elle commence à travailler à mi-temps en tant que professeur remplaçant. Et Scott, il a un travail dans une entreprise d'engrais espagnole qui cherche à s'implanter dans la côte ouest des États-Unis. Ils vont embaucher Scott pour que lui, il soit vraiment le représentant dans la côte ouest de cette entreprise. Et en fait, c'était un bon boulot, quoi, parce qu'il avait son salaire et en plus de ça, il avait aussi une commission. Donc, ils avaient tous les deux, qu'on peut appeler une situation économique stable. Et, ils avaient une maison, une belle maison, tout était parfait. Tout allait super bien et sauf que ils essaient depuis un moment de fonder une famille, d'avoir un enfant et Lacey, elle ne tombait pas enceinte. Et ce n'est que en 2002 qu'elle tombe finalement enceinte. Et là, tout le monde est ravi, tout le monde est super content, sa famille, elle. Scott, il avait aussi l'air content. Maintenant que vous avez un peu de contexte, on peut revenir donc au moment de la disparition, donc le 24 décembre. La dernière personne, outre Scott, à avoir vu Lacey, c'est sa sœur. Donc en fait, le 23 du 12, la veille, ils étaient chez la sœur de Lacey, que c'est une coiffeuse, pour que Scott il fasse sa coupe des cheveux. Ils avaient l'habitude d'aller chez elle, c'était elle qui s'en occupait. Et à ce moment-là, Scott avait dit à sa sœur, à la sœur de Lacey, que lui, il pouvait récupérer un panier le lendemain parce qu'il allait jouer au golf pas loin. Et en fait, la sœur de Lacey, elle devait récupérer un panier des fruits qu'ils avaient pris pour leur grand-père en tant que cadeau de Noël. Donc lui, il s'est proposé, il a dit écoute, je vais jouer au golf pas loin, je peux très bien aller les chercher. Ensuite, toujours le 23 décembre, Lacey, elle va parler avec sa maman pour la dernière fois. Et elle se sent appelée environ 20h30. Donc c'était la dernière fois qu'elle ait pu parler avec sa fille. Et puis on a la version de Scott, la dernière personne à avoir vu Lacey, donc le 24 décembre à environ 9h30. Donc il a dit qu'il partait pêcher à la Berkeley Marina et que sa femme, elle regardait une émission de cuisine et qu'elle s'est préparée pour aller promener le chien. Sauf que le chien, on l'a retrouvé par la suite dans les jardins de la maison avec sa laisse. Et des voisins ont dit qu'ils avaient vu le chien entre 10h et 11h tout seul dans les quartiers et qu'à ce moment-là, quand ils l'ont vu errer dans les quartiers, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans les jardins des Peterson parce que le chien il était tout seul. Ensuite, en ce qui concerne l'appel aux urgences, j'ai vu 2 versions. La première, c'est que ce serait Scott qui aurait appelé
les 900 pour annoncer la disparition de sa femme. Mais j'ai aussi lu que Scott, il aurait appelé sa belle-mère et qu'ensuite c'est elle qui a dit au beau-père de Lacey, donc Ron, d'appeler la police et pour signaler la disparition. En tout cas, à partir du moment où la disparition est signalée, la police n'attend pas les 48 heures normalement qu'on doit attendre pour faire un avis, enfin porter disparu. Ils le font de suite parce qu'il s'agit d'une femme enceinte dans un état de grossesse avancée. Elle a 8 mois à l'époque et donc tout le monde s'inquiète. En plus, elle disparaît la veille de Noël, quoi. Donc là, la police arrive à la maison et il se rend compte que les clés de Lacey sont là, le portefeuille, ses lunettes dans son sac et le sac, il est même dans une armoire. Un peu bizarre. Et puis, Scott, la police signale qu'il avait un comportement un peu bizarre parce qu'il était super calme, mais en même temps, il était très effronté, arrogant. La façon de répondre, c'était une façon arrogante, effrontée. Bon, à ce moment-là, les policiers, ils se disent, on sait pas, chacun réagit différemment. C'est sa femme qui vient de disparaître, en plus elle est enceinte. À aucun moment, ils se disent que lui, il peut être coupable, en tout cas. Ils se disent peut-être qu'il réagit comme ça parce que bon, il est encore un peu sous les chocs. Et en plus, ils n'avaient rien contre lui. Les recherches qu'ils ont pu faire dans la maison, il n'y avait rien contre lui. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de signes comme s'il y avait une bagarre ou quoi. Il n'y avait absolument rien. Le cas a été énormément médiatisé, mais vraiment énormément médiatisé. C'était partout, dans les journaux télé, dans la presse écrite, partout. Et c'est ceci qui va permettre à la police d'avoir une piste parce que le 30 décembre, c'est Amber Frey qui va appeler la police et qui va leur dire que Scott, c'est son petit ami et que là elle se rend compte que Scott s'était marié et qu'il allait même devenir père. Bref, mais bon, qui est cette Amber Frey et d'où elle sort? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Parce que messieurs, comme je vous ai expliqué auparavant, il est marié avec Lacey, il va avoir un enfant. Et en fait, en octobre 2002, Scott, il part à Anaheim, je sais pas comment ça se prononce. Il part pour une conférence, pour son boulot quoi, une conférence sur les contrôles des pesticides. Et à ce moment-là, il va rencontrer une femme qui s'appelle Shawn Sibley. Et en fait, cette femme, quand Scott la voit, il la trouve trop belle, il tombe directement sous son charme. Et il commence à la draguer, quoi. Sauf que la femme lui dit, écoute, je suis pas célibataire, je suis fiancée. Elle le renvoie. Mais lui, il continue, il insiste, il lui dit qu'il en a marre des bimbos, qu'il veut vraiment se poser, qu'il va avoir sa petite vie rangée, les histoires sans lendemain, il en a plus qu'assez, qu'il veut vraiment se poser quoi. Mais bon, à tout ça, le mec, il est marié, mais il veut se poser. Hein. Donc en fait, Shawn, elle s'est dit que Scott, il avait l'air trop gentil. Et vu que le gars, il cherche quelqu'un pour se poser, elle décide de présenter à sa copine Amber Frey. Et c'est là qu'elle donne le numéro d'Amber Frey, Scott. Il téléphone Amber Frey et il arrange un rendez-vous avec elle le 22 novembre, toujours de l'année 2002, à Fresno, donc c'est la ville où Amber habite. Lors de ces premiers rendez-vous, il était convenu qu'ils allaient dans un bar et qu'ensuite ils allaient manger, sauf que quand Amber elle arrive dans le bar, Scott, donc il est là, il est en costume et il lui dit écoute, j'ai passé toute la journée en costume et il lui demande est-ce qu'on peut aller dans ma chambre d'hôtel pour que moi je puisse me changer. Donc je ne sais pas, mais moi quelqu'un à un premier rendez-vous me demande si je peux aller dans sa chambre d'hôtel avec lui parce qu'il veut s'échanger, non seulement je vais dire non, enfin je vais trouver ça très bizarre, je vais dire non et écoute, premier rendez-vous tu me demandes d'aller directement dans ta chambre d'hôtel. Bref, en tout cas ça c'est mon avis, c'est ce que moi je ferais. Mais Amber, elle est allée avec lui dans la chambre et là comme par hasard, qu'est-ce qu'il fait? Il sort une bouteille de champagne de son sac et il sort donc la bouteille de champagne, de fraises, bref, la totale. Mais bon, il voulait juste aller s'échanger parce que, soi-disant, il avait passé toute la journée avec le costume et il était fatigué. Après ça, Amber, elle raconte qu'ils sont allés dans un karaoké bar, ils se sont super bien amusés et puis après ça, ils sont retournés dans la chambre d'hôtel et j'ai pas besoin de vous faire un dessin,
2 adultes dans une chambre. Bah, vous voyez ce qui s'est passé. Ensuite, pour les deuxièmes rendez-vous, donc Monsieur Scott qui va se poser, il a cuisiné pour Amber. Vraiment, il se disait waouh, mais c'est l'homme parfait. Et ensuite, ils ont eu un rendez-vous le 2 décembre. Et lors de ce rendez-vous, donc ils sont partis faire une randonnée. Et Scott, il insiste parce qu'il veut absolument rencontrer la fille de Amber. Il va rencontrer sa fille, ils sont partis faire une randonnée. Et le jour-là, il est resté dormir chez Amber. Moi, ce que je me demande, qu'est-ce qu'il devait dire à sa femme, quoi? Parce qu'il allait dormir à l'extérieur, mais du coup, qu'est-ce qu'il donnait comme excuse? Peut-être qu'il était en voyage d'affaires. Donc, les 9 du 12, Scott, il appelle Amber et il fait un sacré drame au téléphone. Il lui dit qu'il avait perdu sa femme et que du coup ça allait être première fête de fin d'année, qu'il allait passer sans sa femme. Il était vraiment mais au plus mal, quoi, pauvre garçon. En fait, vu qu'il dit qu'il a perdu sa femme, la police s'est dit que ça peut être déjà un indice. C'est comme un présage, quoi, comme s'il savait ce qui allait se passer à peine 14 jours plus tard. Les 14 du 12, messieurs, il était encore avec Amber à une fête de Noël. Il y a même des photos où on les voit ensemble. Et le même jour, Lacey, elle était aussi dans une autre fête, sauf qu'elle, pour le coup, elle s'est retrouvée toute seule parce que son mari, il était occupé avec... Il était dans une fête avec une autre femme, quoi. Il avait d'autres choses à faire. Donc à présent, je vais aller vraiment dans les détails de ce qui s'est passé la journée du 24 du 12. Scott, il dit que Lacey, elle s'est réveillée entre 7h, 7h30 et lui, il se réveille entre 8h, 8h30. Il va prendre son petit déjeuner et ensuite, Lacey, elle était sur l'ordinateur entre 8h40 et 8h45. À 9h50, il regarde Martha Stewart. C'est une meuf qui faisait une émission de cuisine, quoi, qui passait à la télé. Je sais pas si ça passe encore. En tout cas, c'était super waouh en Amérique. Donc, il regarde Martha Stewart ensemble et il raconte même le plat qu'elle faisait à la télé et qu'il va partir vers 10h au dépôt. Et là, en fait, c'est un voisin qui les voit, en effet, charger sa camionnette avec 3 parasols. Sauf que Scott avait dit qu'il allait jouer au golf les jours-là. Ensuite, entre 10h30 et 10h35, donc il arrive dans son dépôt, qu'il a aussi comme un genre de bureau, quoi, avec un ordinateur. Il y a 20 minutes où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ce qu'il a pu faire, parce qu'il n'y a aucune trace. En fait, on voit, il y a des moments où il était donc sur l'ordinateur. Il y a des traces de ce qu'il est allé chercher sur Internet. En tout cas, on voit tout ce qu'il a fait, sauf une période de 20 minutes où on n'a aucune idée de ce que Scott il a pu faire. À 11h15, il part pêcher finalement. Donc il avait un bateau qu'il a acheté, mais personne n'était au courant de cet achat. En tout cas, Lacey, elle n'en a jamais parlé à sa famille, alors que le beau-père de Lacey, Ron, c'était quelqu'un qui pratiquait la pêche. En fait, c'est pas comme si vous achetiez un canapé, quoi. C'est le gars, il achetait un bateau. En plus, à ce qui paraît, ils avaient des problèmes d'argent. Il achète un bateau et il dit rien à personne. On sait pas si Lacey, elle était au courant, oui ou non, parce qu'en tout cas, elle a rien raconté à sa famille. À 12h54, on a les preuves qu'il achète un ticket pour le bateau, donc dans la Berkeley Marina, sauf que quand le policier lui demande qu'est-ce que tu as pêché, il sait pas, il a aucune réponse. Qu'est-ce que tu as utilisé pour pêcher? Il n'en sait rien. Je ne sais pas, mais quand c'est quand c'est ce que vous pratiquez, ce que vous faites régulièrement, comme si maintenant on me disait ah tu t'es maquillée, mais qu'est-ce que t'as pris? Je sais dire que moi j'ai pris un fond de teint. Peut-être je vais pas me rappeler de la marque, mais en tout cas je sais, je vais vous dire j'ai pris un fond de teint ou j'ai fait ça ou ça en premier. Bref, il n'arrive pas à répondre, quoi. À 14h15, il va donc quitter la marina et à ce moment-là, il va même laisser un message. Donc il essaie d'appeler Lacey et il laisse un message à sa femme sur le répondeur, genre hey beautiful, it's me, I'm leaving. Genre coucou, genre hey beautiful, coucou ma belle, I'm leaving. Donc je pars, quoi, je quitte la marina. 15h25, il s'arrête pour prendre de l'essence et il finit par arriver chez lui à 16h15. Donc il arrive dans la maison. Là, il voit que le chien, il est au jardin et qu'il a toujours sa laisse. Il lui enlève. Ensuite, il prend le courrier. Là, il voit que la voiture de Lacey est toujours là et en fait, il s'est
dit bah elle est peut-être chez sa mère. Il mange une pizza, boit du lait, c'est bizarre. Et il fait une machine à laver avec les vêtements qu'il avait portés ces jours-là. Donc en fait, il y a même des photos où on voit que sur l'espace de lavage, il y avait d'autres vêtements qui étaient là et des affaires qui traînaient. Mais lui, il fait une machine juste avec les vêtements qu'il portait les jours-là. Une fois qu'il lance sa machine, il va prendre une douche. Et ce n'est qu'après tout cela qu'il commence à écouter les messages du répondeur. Et là, il entend un message de son beau-père, Ron, donc le beau-père de Lacey. Et quand il écoute ça, 17h15, direct, il appelle Sharon et il lui dit Lacey est disparue. Et il emploie vraiment le mot disparu. C'est Ron, comme je vous ai dit, je ne sais pas, j'ai trouvé dans des endroits comme quoi c'était lui qui appelait, mais dans d'autres sites, je trouve que c'est le beau-père qui appelait. Ron, à 17h47, il appelle le 911. Sharon, elle dit à Scott qu'elle va aller vérifier au parc, pas que Lacey, elle a eu un malaise, elle aurait pu tomber. En fait, elle dit à Scott aussi de venir avec elle pour vérifier, sauf que lui, il va venir bien plus tard avec la police. Donc, il y a environ entre 70 et 80 personnes qui partent chercher Lacey. C'est quand même une femme enceinte qui est disparue. Tout le monde s'inquiète. Vers 18h, 19h, la police débarque chez Scott et là, tout était normal, qu'un signe, comme je vous avais dit auparavant, des violences ou quoi que ce soit. La seule chose qu'ils ont trouvé un peu bizarre, c'est qu'il y avait l'annuaire. Je pense que ceux qui sont nés il n'y a pas très longtemps vont pas savoir ce que c'est un annuaire. C'est l'ancêtre de Google, quoi. C'était un gros livre où on allait chercher des numéros de téléphone. Et donc cet annuaire, il était ouvert sur une page d'avocat défenseur. Très bizarre. Scott, ensuite, il est interrogé entre minuit et 1h du matin. Et il dit qu'il n'a rien à voir, bien sûr, qu'il est innocent, qu'ils étaient super heureux, que tout allait bien, qu'ils attendaient leur enfant et qu'il était innocent de cette disparition. Le lendemain, le 25 du 12, la police va demander à Scott de passer un polygraphe et au départ, il dit oui, donc il est d'accord, sauf qu'après, il change d'avis et il dit que sa famille a dit de ne pas le faire. Le 26 du 12, donc il y a déjà tous les médias qui commencent à parler de cette affaire, de la disparition de Lacey. Il a toute la presse qui est devant sa maison. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut avoir des informations. Donc il y a la police, les amis, les voisins, il y a tout le monde, mais tout le monde qui la cherche et tous les moyens sont déployés. Il y a même des hélicoptères qui cherchent. Et en fait, ils commencent par offrir une récompense de 25 000 $. Ensuite, ça passe à 250 000 $ et à la fin, c'est même 500 000 $ donnés en échange des informations. Et il y a environ 1500 volontaires qui cherchent donc Lacey. Les autorités, ils se focalisent sur Scott parce qu'en fait, la réaction qu'il a eue, c'est bizarre quoi. Et il ne s'intéresse pas plus que ça, il pose pas des questions, il est complètement indifférent à l'égard de la disparition de sa femme. Donc le 26 du 12, la police demande pour chercher la maison. Scott il dit qu'il doit demander d'abord à son avocat s'ils peuvent faire ça. La police lui dit écoute, t'as pas besoin de demander parce qu'on a un mandat, donc on peut chercher de suite. Ils ont rien trouvé de bizarre sauf la réaction de Scott qui était à nouveau bizarre. Pas les genres de réactions auxquelles on s'attend. Le 27 du 12, la famille va faire une apparition publique, donc ils vont vraiment parler devant les caméras, sauf que Scott il ne veut pas le faire, donc c'est juste la famille de Lacey qui fait ça. Et en fait la famille à ces moments-là, ils sont quand même du côté de Scott, hein. À aucun moment ils se disent que ça peut être lui le coupable ou qu'il a pu faire quelque chose. Et lui l'excuse qu'il dit c'est que il veut pas participer dans ce cirque médiatique et tout ça. Et bon, la famille ils doivent se dire les gars ils s'inquiètent quoi, c'est sa femme, son fils. En tout cas ils se posent pas des questions s'il est coupable ou pas. Sauf que moi je me dis c'est peut-être parce qu'il veut pas que
une certaine Amber Frey le voir à la télé. Sauf que c'est ce qui va arriver le 30 décembre. C'est la copine d'Amber Frey qui lui montre une photo de Scott. Donc dans les médias quoi. Là quand Amber elle a vu ça, elle a appelé elle a de suite contacté la police. Elle raconte ce que je vous avais dit, que Scott c'est son petit ami, qu'ils sont ensemble, qu'elle était au courant de rien quoi, qu'il était marié. Donc la police lui demande si elle est prête à enregistrer les appels avec Scott et elle dit que bien sûr quoi, qu'elle est d'accord. Le 31 du 12, il y a une vigile, donc une veillée qui est organisée pour Lacey et son enfant. Donc il y a tout le monde avec des bougies et tout cela et Scott il agit d'une façon très bizarre, il rigole. Il est là comme si de rien n'était. Et en plus, il appelle Amber Frey parce que avant cela, donc la dernière fois qu'il avait vu Amber, il lui avait dit qu'il partait en voyage en Europe, donc à Paris. Et là, il l'appelle et il lui dit écoute, je suis à Paris, c'est super, c'est Nouvel An, il y a le feu d'artifice et tout ça. Mais en fait, il est à la vigile de sa femme, quoi, la veillée que les gens ils ont organisé pour sa femme. Les gars, il est au téléphone, il dit ça. Ensuite, 6 janvier, Scott, il passe aux aveux et il dit à Amber tout quoi, qu'il était marié, sa femme est disparue et là Amber va les confronter, va lui dire mais écoute pourquoi tu me dis ça alors que en décembre tu m'avais dit que ta femme était décédée, que tu étais à un vœu. Donc la seule excuse qu'il trouve à lui donner à ce moment là c'est qu'il y a différentes sortes de pertes. Mais en même temps, il va aussi dire à Amber qu'il avait passé la preuve du polygraphe, qu'il avait réussi et que Lacey, elle était au courant de son affaire quoi avec Amber. Le 14 janvier, il y a une photo de Amber Scott qui se filtre dans les médias. Les trucs, donc il est partout et c'est juste à ce moment-là que la police informe la famille de Lacey de l'affaire quoi que Scott il a avec Amber. La réaction de de la mère de Lacey à ce moment-là, c'est de dire mais pourquoi il a dû la tuer. 24 janvier, c'est la police qui organise donc une conférence de presse. Et à ce moment-là, il y a Amber Frey qui prend la parole et que du coup raconte quoi un peu l'histoire qu'elle a eue avec Scott. Et là, c'est coup de tonnerre. Tout le monde, mais tout le monde qui lui tombe dessus. Et moi, je sais pas vous, mais je trouve ça un peu injuste parce qu'en même temps, elle savait pas. Et elle avait aucune idée. Pour elle, le mec, c'était juste le mec parfait, quoi. Il lui a vendu du rêve. Pourquoi elle devait se douter du fait que... Quoi, elle devait se dire qu'il pouvait être marié. Il l'a jamais... Enfin, il y avait rien qui lui faisait croire cela. Le gars, il restait dormir chez elle, il venait régulièrement chez elle. Donc pour elle, c'était un homme quoi, normal, célibataire, qui voulait d'une vie de famille avec elle. Donc après la prise de parole d'Amber, c'est Scott qui lui téléphone et qui lui dit qu'il est vraiment fier d'elle, de cette prise de parole qu'elle a pu faire. Franchement, c'est... Mon Dieu. Le 28, il va faire un interview avec Diane Sawyer et Diane Sawyer, il va lui dire que Lacey, elle savait qu'elle était au courant de tout. Elle était tout à fait d'accord avec cela. Ça ne dérangeait pas le fait qu'il ait une affaire, donc extra-conjugale, qu'elle était ok quoi, elle était au courant et qu'elle était ok. Sauf que là, Diane Sawyer lui dit c'est pas possible, elle peut pas, enfin elle est enceinte jusqu'au nez et elle est au courant que t'as une affaire, elle va rien dire, elle est même d'accord avec ça. J'ai du mal à y croire. Donc il lui dit oui, elle était encore passée et après il reprend tout de suite, il dit elle est géniale. Et en même temps, quand il est en train de parler tout ça, en fait le gars il pleure et en fait normalement quand on pleure, c'est même des personnes qui ont analysé un peu son comportement, mais normalement quand vous pleurez, vous avez tendance à vous essuyer, à essayer d'enlever quoi, les larmes, tout. Et lui, il gardait. Il n'a pas demandé un mouchoir ni quoi que ce soit pour essayer d'enlever ses larmes. Il a vraiment gardé, donc c'était vraiment pour faire la victime que ça allait toucher plus que tout. Une semaine plus tard, donc une semaine après cette interview avec Diane Sawyer à la télé, Scott, il va vendre la voiture de sa femme, donc de Lacey, et il va s'acheter un pick-up. En février 2003,
la police demande à Amber d'arrêter les enregistrements parce qu'en fait après ça pouvait se retourner contre eux si lors d'un procès. Amber elle arrête, sauf que la police avait mis également un GPS dans la voiture de Scott et ils se sont rendus compte qu'il est retourné 5 fois dans la Berkeley Marina. En fait c'était des fois il y allait et il restait super longtemps, d'autres fois il y allait et il restait juste quelques instants. Ce n'est que le 13 avril 2003 qu'un couple va trouver un fœtus proche de la Berkeley Marina. Le lendemain, on va trouver le torse d'une femme enceinte et le corps, il est vraiment dans un état, enfin il est très décomposé. Et ce n'est que le 18, donc avril 2003, qu'on va confirmer qu'il s'agit bien de Laci Peterson et de son bébé, donc qui devait s'appeler Connor. Sauf que on n'a pas pu déterminer la cause de la mort de Laci parce qu'ils avaient juste les torses. À ce moment-là, les jours même de la confirmation qu'il s'agit bien du corps de Laci et de son bébé, Scott Peterson il est arrêté par la police et ils se disent qu'il allait peut-être s'échapper au Mexique parce qu'en fait ils vont le retrouver dans la voiture de ses parents. Il avait 15 000 $ cash, du Viagra, bref, son physique avait complètement changé, il s'avait teint les cheveux en blanc. Il avait également la carte d'identité de son frère. Donc au moment où il s'est fait arrêter, Scott, il a une réponse pour tout. Il s'est dit que, parce qu'en fait ça faisait un moment que la police le suivait, il dit à la police qu'il croyait que c'était la presse et que c'était pour ça qu'il avait agi également un peu bizarrement. 1er juin 2004, le procès commence à Redwood, pas à Modesto. Donc ils ont fait ça dans une autre ville parce que l'affaire était trop médiatisée, mais bon, en même temps... c'est pas comme si dans une... Enfin bref. En tout cas, ils ont fait ça ailleurs. Et la défense va s'attaquer à la police et ils vont dire qu'il n'y a pas... le procès n'a pas lieu d'être parce qu'en gros, ils n'ont pas d'ADN, il manque des preuves, ils n'ont aucune empreinte et qu'en fait, la seule chose qu'ils ont contre Scott, c'est en gros qu'il avait une affaire avec Amber Fry, quoi. Mais sinon, il n'y a rien d'autre qui l'accuse et qui prouve qu'il ait fait, enfin qu'il ait commis le meurtre. Surtout qu'au moment de la disparition de Laci, ils ont cherché, donc entre le moment de la disparition et quand les corps ont été trouvés, ils avaient cherché 15 fois dans la marina et jamais ils ont trouvé ni le corps de Laci ni le corps du bébé. Donc ça aurait pu être quelqu'un, enfin une autre personne qui aurait pu kidnapper Laci et par la suite, donc après l'accouchement, avoir laissé le corps là. La défense s'appuie sur le fait qu'il n'y a aucune évidence qui le qualifie de coupable, surtout qu'il y a 11 voisins qui ont vu Laci, donc le jour-là, promener le chien, pendant que Scott il était ailleurs dans son dépôt et puis qu'il était parti pêcher. Et de ces 11 personnes, il y en a 3 qui ont été interrogées. Les procureurs vont dire que la raison c'est parce qu'il avait son affaire, donc avec Amber, qui avait aussi des problèmes financiers et aussi qu'il avait peur de devenir père. Donc en gros, il s'est dit écoute, je vais tuer ma femme, comme ça je suis célibataire, je peux continuer avec Amber. La maison ou quoi, je peux vendre sa partie, ma partie, après j'aurai de l'argent et je n'ai plus le problème d'avoir un enfant. Le 12 novembre 2004, Scott il est condamné pour meurtre au premier degré de sa femme, donc Laci Peterson, et deuxième degré pour son fils, qu'il est condamné à mort par injection létale. En fait là, en 2020, le 24 août, l'avocat de Scott, donc qui a fait un appel à sa sentence, et en gros ils disent que ce qu'ils avaient déjà dit auparavant, qu'il n'y a aucune preuve pour dire que Scott qu'il était coupable et qu'il y a également beaucoup d'erreurs qui ont été commises pendant le procès, comme par exemple en fait le juge de l'époque, il n'aurait pas mis, parce que normalement si j'ai bien compris, il y a les jurys qui doivent être placés c'est pas en détention, mais en gros ils doivent pas entendre, ils doivent pas savoir, pas que leur jugement soit pas objectif de ce qui se passe. Mais bon, en même temps il y avait toute la presse qui était au courant, qui parlait de ça, donc c'était un peu impossible de faire ça, de garder les jurys en dehors de toute histoire extérieure. Et aussi, donc ce qu'ils réclament,
c'est qu'il y avait des jurys, donc dans les jurys initiales qui s'opposaient à la peine de mort et que ces jurys-là, ils ont été en gros virés quoi, du procès. Ils n'ont pas été gardés. En gros, les jurys qui s'opposaient à la peine de mort, on les a virés et on a gardé les restes. Donc c'est ça que la défense en tout cas a dit. Ça s'est passé donc l'année dernière, fin de l'année dernière en août 2020 et ils ont un dossier de plus de 400 pages, 423 pages, j'avais lu sur internet. Donc en tout cas voilà, Scott il est toujours en vie au moment où je vous raconte ceci, donc ils attendent toujours le nouveau procès. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment coupable, que c'est lui qui l'a fait, ou bien comme les théories qu'ils avancent que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, qu'ensuite ils auraient mis le corps dans la marina. Franchement, en ce qui me concerne, je ne sais pas quoi penser parce que d'un côté, c'était trop bizarre la façon dont il agit, tout ce qu'il a pu faire, mais en même temps, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Enfin bref. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et puis, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis. Et aussi, si jamais vous avez des affaires que vous aimeriez bien voir ici sur la chaîne, vous pouvez me laisser les suggestions dans les commentaires. Et avec plaisir, je pourrai les faire. Je vous dis à la prochaine. Bye!